Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 24 aujourd'hui. Nous sommes le lundi 5 février et nous sommes à 8 dodos de la Ligue des Champions. 8 petits dodos, oui. C'est pas grand, 8 petits dodos et c'est marrant. J'ai très envie d'y être, de voir ce Paris Saint-Germain pour ce match de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, batailler face aux Espagnols, face aux Basques. Mais j'ai comme un doute. Comme un petit doute depuis quelques matchs en voyant cette équipe du Paris Saint-Germain qui joue un quart d'heure de rencontre et puis après derrière qui lâche l'affaire. Alors ça passe pour certains résultats, un peu comme ce week-end face à Strasbourg, mais ça maîtrise pas grand-chose, ça respire pas la santé. Bref, est-ce qu'on sera vraiment prêt face à la Real Sociedad? C'est un cocktail un peu bizarre finalement. On va le boire, ce cocktail, on va le tenter de le boire, mais c'est dans 8 dodos. Alors profitons-en, dormons bien, car derrière, il va falloir faire quelques efforts face à cette équipe de la Real Sociedad. En tout cas, les amis, heureux de vous retrouver dans cette tribune. N'oubliez pas, bien évidemment, les petits commentaires, les petites étoiles pour nous emmener là-haut et au-delà, vers l'univers au-delà. Je sais plus comment on dit. Bref, en tout cas, France Bleu Paris, 100% PSG. La tribune, c'est tout de suite et c'est maintenant. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui s'impose à Strasbourg sans la manière, mais qui creuse l'écart en Ligue 1 quand même. On évoquera bien évidemment cette rencontre avec le j'aime pas, puis on se posera 3 questions. Brest ou Lille, quel match est le meilleur test pour préparer la Real Sociedad, match de Ligue des Champions prévu le 14 février prochain. On parlera de la communication de Luis Enrique, peut-elle être un frein au projet parisien? Enfin, Kylian Mbappé doit-il annoncer sa décision avant la Real Sociedad ou après? Faites votre choix, on a fait un petit vote, on va voir ce que ça donne dans quelques instants. De cela et du reste, on va en parler dans 100% PSG La Tribune. Présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? J'ai 2 membres de la team, le Parisien et un coéquipier de France Bleu Paris. Je vais les présenter en canon, comme ça on va voir un petit peu comment ça réagit. Marc Méchénois et Alexandra Flalo du Parisien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut. Le canon, on a dit canon. On avait dit en canon. On a dit c'est canon, pas grave. C'est pas grave. Il suit Non, pas. mais c'est pas parce qu'on s'habille pareil qu'on a la même C'est vrai, personnalité. c'est vrai. Pareil, ils se Qu'on a un ressemblent, catagon, une barbe mal J'ai rasée. fait scène, je vous le jure que c'est vrai, sur l'arrivée, quand vous arrivez comme ça à la maison de la radio, on passe par derrière pour venir à France Bleu Paris, c'est une porte par derrière, et là, j'en vois 2 arriver, habillés en noir, petite écharpe, rouge et noir, idem, pareil, le catogan, t'es là, mais c'est les cousins, mais ils n'arrivaient pas du même chemin. On s'est pas rêvé. Effectivement, et ils ne se sont pas appelés pour savoir comment ils étaient habillés pour aujourd'hui. Vous avez aussi entendu sa douce voix, c'est Romain Bédouc de France Bleu Paris, du Club des 5. Salut Romain. Salut à tous, vers l'infini et au-delà. Vers Oui, l'infini, oui. ouais, c'est ça, je me suis planté. Buzz l'éclair. Mon fils va m'en mettre une derrière les oreilles parce que effectivement, Buzz l'éclair, on le salue. Bien évidemment, Romain que vous retrouvez tous les matins à 8h33 sur France Bleu Paris. Et les gars du Parisien, vous avez fait parler ce week-end, le Parisien, et ça tombe bien, il y en a un des 2 qui a écrit sur le dossier Kylian Mbappé. On en parle à la fin de ce podcast, bien évidemment, de savoir si Kylian a fait son choix et surtout savoir s'il doit l'annoncer avant la Ligue des Champions ou après la Ligue des Champions. Il y a bien évidemment débat. Les amis, on va attaquer par le match Paris Saint-Germain-Strasbourg. Pour ceux qui ont tenu sur la totalité de cette rencontre, nous sur France Bleu Paris, on a tenu parce qu'il a fallu le commenter ce match. But de Mbappé et d'Asensio. Dans le même temps, Nice et Brest se sont neutralisés, ce qui fait que Paris a 8 points d'avance sur Nice, 11 sur Brest et 12 sur Lille, 4e du championnat. Lille ex aequo avec Monaco. Les copains, on attaque avec le j'aime pas. Et j'attaque avec toi, Alex, pour fêter ton retour sur 2024. Bonjour à tous et à tous. Parce que moi, je t'avais proposé 2 j'aime, je sais pas laquelle tu voulais du coup. Allons sur Asensio, j'aime. Allez sur Asensio, j'aime beaucoup Asensio. Non, en fait, j'aime bien l'idée que on avait beaucoup parlé de lui quand il était absent, dans le sens où
Je sais pas si c'est pas toi, d'ailleurs, Romain, qui avait dit cette formule que j'avais bien aimé. Au PSG, les absents ont raison. C'est possible. Ça. C'est possible. Et bravo Ça à toi, m'ensemble. tu es un poète. Et quand Asensio était absent, effectivement, on disait peut-être que ce sera la solution quand il reviendra. Il pourra apporter ci, il pourra apporter ça, en 9,5 à droite, machin. Là, il est forcé de constater que ça fait 2 matchs enfin là, contre Brest et contre Lille, 2 matchs où il joue, il est décisif, où il est très bon. Et voilà, les buts, les passes D, il fait ses chiffres. Et au-delà de ça, je trouve qu'il montre une attitude et une intelligence, un QI football que j'aime bien. Voilà, moi je trouve qu'au Real, il était un peu petit pour un très grand club, et là il est à une bonne dimension pour un club à une bonne dimension, donc ça colle bien, je trouve, pour l'instant, ce mariage entre le PSG et Asensio. Voilà. Une passe D, effectivement, et un but face à Strasbourg. C'est vrai que c'est le couteau suisse du Paris Saint-Germain, Marc Asensio, et ça peut être même une surprise pour le match de la Real Sociedad. Voilà, est-ce qu'il ferait pas le numéro 3 à la place d'un certain Barcola? Non, je pense pas, moi. C'est marrant, moi j'y crois dur comme fer. Non, je pense que s'il devait y avoir une surprise pour le voir, moi je pense qu'il a une vraie chance de jouer contre la Real Sociedad parce que sa culture de jeu, sa culture du championnat espagnol et sa connaissance forcément de la Real Sociedad, qui est une équipe qui n'a pas bougé en termes de rotation d'effectifs, de culture de jeu depuis que Imanol Alguacil est aux commandes. Je crois que ça fait quasiment sa 4e ou 5e saison qu'il est là. Je pense que c'est un atout d'avoir des joueurs comme Asensio qui ont cette connaissance de cette équipe. Maintenant, je crois qu'à gauche, le débat, il n'y a pas trop de débat autour de Barcola. Il te surprend sur son retour, Asensio, Romain? Il a mis du temps. Il a mis du temps à c'est vrai. redevenir bon, parce que les premiers matchs post-blessure étaient beaucoup plus compliqués. Et depuis la Coupe de France, c'est bien meilleur, c'est vrai. L'avantage d'Asensio, c'est qu'il peut jouer partout, quoi. Il peut jouer dans. Là, on parle de Barcola à gauche, mais moi, je suis pas sûr que ce soit là qui joue au milieu, qui soit pertinent. Ouais, dans les 4 du milieu, là, ce genre de carré de milieu, il a largement sa place et il peut dépanner. Maintenant, je répète ce que j'avais dit la semaine dernière. Le problème d'Asensio, ça n'a jamais été son profil et ça n'a jamais été les performances terrain. Le problème d'Asensio, c'est l'enchaînement. C'est de savoir s'il va pouvoir faire 6, 7, 8 matchs de suite, comme ça, en étant à ce niveau-là, ou même en étant là, juste là. Et après, s'il ne va pas se péter pendant un mois et demi, et puis quand il reviendra, il faudra 2 semaines, et puis là, il sera de nouveau bon, et puis il n'enchaînera pas. En fait, c'est l'histoire de sa carrière, malheureusement, à Marco Asensio. C'est pas qu'il a été mauvais, parce qu'il a 28 ans, donc il commence un petit peu à être âgé. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'arrive pas à enchaîner pleinement, quoi. Et j'ai une excellente nouvelle, les amis, dans ce podcast. Habituellement, Romain Bédouc, que j'aime par-dessus tout, nous saoule avec Gérone, mais pour une fois, vous savez quoi, ça va nous servir, puisqu'il y a eu ce week-end Gérone, Real Sociedad. Ouais. Voilà. Ouais. Alors tu sais quoi, vraiment sur Gérone, on s'en fout, mais par contre, ça m'intéresse de savoir ce qui se dit sur la Real Sociedad après. Je fais un petit teasing. Tu vois, Jean-Michel teasing. Je me retourne vers toi, Marc Méchénois, pour ton j'aime pas, s'il te plaît. Je vais être très franc, j'ai pas préparé. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Mais alors non, j'ai vu en venant, j'ai regardé, et puis j'ai essayé de chercher un j'aime, j'ai pas trouvé. C'était pas facile. Hein. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais j'étais pas un fan de la communication de Luis Enrique. J'étais pas un hater de la communication de Luis. Mais ce week-end, je trouvais que c'était moyen, vraiment presque irrespectueux. Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. J'ai trouvé ça un peu limite. Donc c'est ça, et en fait, lui, il aimerait qu'on lui parle de football, et puis quand on lui parle de football, il nous esquive, comme si on n'était pas digne de pouvoir en parler. Donc je trouve cette position un peu snob. On lui a demandé factuellement là où son équipe avait progressé, et il nous en parle pas. J'étais pas le premier à lui poser cette question, d'autres l'ont fait avant moi, sauf qu'on était le premier match de février, et il nous a dit qu'en février son équipe serait beaucoup plus forte. Enfin, on sera beaucoup plus fort. Il avait dit ça après Dortmund. Et force est de constater que on n'est pas prêt. Là aussi, il a fait de l'humour. Hein. Il a dit en février, on sera meilleur. En mars, moins bon, etc. Ouais, voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Marc. On va en parler après. C'est qu'on va en parler après. Parce que c'est là. Si tu avais bien regardé le menu, est-ce que je te l'ai envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé le menu? Parce que j'ai une question. J'ai une question. La communication Luis Enrique peut-elle être un frein au projet parisien? Mais je prends. J'ai encore d'autres arguments et je viendrai étayer le sujet. Très bien. Voilà. Donc, j'ai une très bonne nouvelle. On s'arrête là-dessus pour
Marc, mais j'ai compris ton j'aime pas. Et je me le note, voilà. Mais je l'aime beaucoup Mais parce du coup, que finalement, c'est un vrai ressenti. Ça fait des mois que ça se passe comme ça, que c'est à fleur et moucheté. Et effectivement, tu sens que là, ça commence à partir un petit peu trop fort avec lui. Mais je vais prolonger ce que j'ai pas aimé. Donc, du coup, il y a cette intervention. Et puis, en fait, il y a l'origine de cette intervention ou de la question qu'on lui pose, c'est ce qu'on a vu sur le terrain. Et en fait, que ça soit à Brest, je crois que c'était en novembre, que ça soit à Brest il y a 2 semaines et 10 jours, où là, en fait, on a un PSG qui mène tranquillement et qui mène d'ailleurs sans avoir maîtrisé son match. Mais qui mène. Mais qui mène. Ce qui me rappelle aussi des années, les 2 années précédentes, en fait. Et on a un PSG qui se fait peur. Et la maîtrise, on voit toujours pas de maîtrise dans cette équipe. Et je me demande si... J'ai envie de demander pourquoi on voit pas de maîtrise, en fait. Ça, par contre, c'est mon j'aime pas, Marc. Voilà. T'as vraiment, Il est en train t'as de vraiment foutre pas lu le... un bazar dans T'as ce, vraiment pas lu le dans ce briefing, début d'émission. Mais c'est parfait, merci. Mais vraiment, on est heureux de le retrouver, notre Marco. C'est génial. Mais je garde ton j'aime pas aussi, Alex. Dans non, mais quelques c'est une petite passe des paf. Et- Bah essaie- oui, bien essaie sûr, de- bien On pourra sûr. faire plus long sur les autres Tu thématiques. sais quoi, après. essaie de nous trouver un petit j'aime quand même. Allez, Romain, Bonne chance avec à toi. toi. Bonne chance à toi. Hein. Ah si, j'en ai un. Après, attends, bousille pas tout. Attends 2 secondes. Romain, avec toi, ton j'aime. Allez, ton j'aime. Mon j'aime, on en parlait la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on était avant la fin du mercato. Ouais. Et j'aime que le PSG ne se soit pas précipité sur un profil à la con. Voilà, le PSG aurait pu faire ce qu'on appelle un panic buy, c'est-à-dire un achat de dernière minute, faute d'avoir réussi à boucler les dossiers prioritaires. Ça n'a pas été le cas. Alors, je vais quand même un peu critiquer le mercato du Paris Saint-Germain qui, je pense, ne comble pas les manques de l'effectif. Ça, c'est certain. Mais dans la misère, il y a toujours peut-être un petit peu de bonnes nouvelles qui peuvent en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, on n'a pas donné un contrat qui, en plus, dans une dernière journée de mercato, c'est souvent des contrats qui peuvent devenir potentiellement des contrats poison, des contrats qui vont être avec un gros salaire, difficile à revendre par la suite, pour des joueurs qui n'ont pas le niveau de ce qui devrait correspondre au Paris Saint-Germain. Et donc, on n'aura pas de contrat entre guillemets à la con au sortir de ce mercato. Ça fait 2 gros mots, ça fait déjà 2 € dans la boîte à sous. Alex, comment on peut juger ce mercato d'hiver? On rappelle Beraldo, Moscardo, Départ de Ekitike. départ d'Ekitike, c'est finalement la seule C'est grosse peut-être nouvelle. En fait. C'est peut-être la meilleure nouvelle parce que j'ai fini par prendre de tendresse pour ce garçon quand même qui a pas fait grand chose, je crois, pour mériter le traitement qu'il a reçu. Et bref, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment. Ce mercato, en fait, moi, je le lis un petit peu aussi à la lumière du mercato dans sa globalité, qui a été très très calme en fait. Oui, très peu de profils c'est sur le vrai. marché, très peu de gros clubs qui ont fait des mouvements, très peu de joueurs aussi qui avaient peut-être envie de bouger. Donc mon seul petit regret peut-être, c'est que effectivement, donc on a vu que Beraldo avait pu arriver tout de suite, être opérationnel tout de suite, et ça c'était important déjà de rajouter du volume dans cette défense qui était un peu amputée avec la blessure de Skriniar. Mon seul petit regret peut-être, c'est que du coup il n'est pas pu se passer la même chose pour Moscardo. Parce que c'était aussi une petite curiosité et ça aurait pas pu faire de mal, voilà, d'apporter juste au moins du nombre, du volume, même si on ne sait pas s'il aurait été opérationnel fort tout de suite, mais au moins voilà, ça aurait permis de s'acclimater au club et de pouvoir se mettre sur les bons rails. Donc oui, il y a peut-être, on aurait peut-être pu mieux utiliser 50 millions d'euros, et puis en même temps, comme le disait Romain, moi je préfère ne rien acheter que acheter un truc pas ouf, quoi. Donc C'est vrai qu'il n'y avait pas de gros profils. Je vais me retourner vers Marc. Bonjour. Hello. C'est bon, j'ai trouvé mon j'aime. Ça va vous surprendre. Garde ton j'aime parce que moi, ce que je veux, c'est que je sais que. Alors, tu es l'un des insiders du Paris Saint-Germain sur pas mal de choses autour du mercato pour le Parisien. Le dossier Ekitike, tu le suis depuis de longues années. Est-ce que c'est un joueur ou un entourage enfin heureux, content d'aller à Francfort? Parce qu'on est quand même dans une situation ubuesque d'un joueur qui, semble-t-il, le 31 août dernier, ne voulait pas aller à Francfort et qui finalement se retrouve à Francfort. C'est pas exactement comme ça. D'accord.
Mais c'est pour ça que je viens de Je voir. vais essayer de faire un Mais est-ce parallèle. qu'il est heureux? Je vais essayer de faire un parallèle. Quand vous êtes démarché par une entreprise, quand une personne lambda est démarchée par une entreprise, soit elle l'est de manière très franche, ou soit elle l'est par des biais indirects. Et puis, en fait, si elle est très franche, elle est très sincère, elle vient vers vous avec beaucoup d'envie, vous partagez peut-être plus cette envie et vous avez envie de rejoindre cette entreprise. Même si vous êtes très bien financièrement là où vous êtes. Mais quand cette entreprise, elle vient, elle vous fait des petits appels du pied en passant par des intermédiaires et puis qu'elle vient vous chercher un peu au rabais au final, un peu en last minute, on va dire, vous vous demandez vraiment ce que vous allez trouver, s'il faut y aller. C'est à peu près ce qui s'est passé pour Hugo Ekitike l'été dernier. En fait, les agents, l'entourage connaissent très bien le directeur sportif de Francfort, Marcus Crocheux. Mais ils ont eu la surprise de voir qu'au début du mercato, il y avait un intérêt, mais qui avait été manifesté par un intermédiaire, un agent intermédiaire. Donc ils n'ont pas trop compris. Et puis, dans les derniers jours du mercato, dans les 10 derniers jours, il y a eu une proposition de contrat qui était faite, mais là encore, moi, si je perds énormément de mon salaire, franchement, il y avait sur la durée de contrat de ce qu'il a au PSG et la durée de contrat de ce qu'il avait ce qu'on lui proposait à Francfort cet été, il perdait 12 millions d'euros. Ouais, quand même, Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 12 millions d'euros? Alors on va se dire oui, mais c'était fou. Non, c'est énorme. Donc cet hiver, ils reviennent, ils ont une proposition salariale à la hausse. Ils peuvent. Ils ont touché 75 millions d'euros cet été sur le deal de Randal Colomani. Donc voilà, ça repart à la hausse. Et puis, il a eu d'autres propositions, il a eu d'autres possibilités. Il s'est entendu assez rapidement avec ce club. Je pense qu'il a aussi choisi Francfort. D'accord. Juste, ils perdent sur ce dossier-là, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent, ouais. D'accord. Ok. C'est Et juste. Oui, il gagne moins, mais il en perd moins que l'été dernier. Il a joué, d'ailleurs, un bout de match. Il rentre en fin de match avec Francfort. C'est ça qui gagne au final. Il gagne qu'il joue au foot, quoi. C'est ça. Mais moi, c'est le plus important. Oui, il a quoi, 21 ans. Je préfère le voir comme ça que sur un banc d'un défilé Louis Vuitton avec Levin Kurzawa. Parce qu'on rappelle que Levin Kurzawa est encore joueur au Paris Saint-Germain. Sarah, qui réalise ce podcast, est en train de secouer la tête parce qu'elle est fan du PSG. Et effectivement, on s'en rappelle, il est toujours là. Est-ce que vraiment il a eu des... Qui c'est qui avait fait signer ce contrat ? Leonardo, ça va. Non, moi je demande. Est-ce que vraiment il a eu des propositions ? Ou est-ce qu'il y a des clubs qui sont venus se renseigner ? Il y a eu quelques intérêts, je crois. D'accord. Butez pas de mettre dans une proposition, mais je ne saurais pas dire de quel club. Il y a eu quelques intérêts qui sont venus. Galatasaray, ça a été un intérêt. Je pense que c'est plus Galatasaray qui s'est manifesté auprès du club. Je ne sais pas si c'est lui ou le club qui a refusé. Enfin, parce que ça veut dire quoi, Galatasaray ? Est-ce que c'est une prise d'intérêt ? Est-ce que c'est juste de savoir comment on peut faire le transfert ? Enfin, je ne sais pas exactement. Je sais que Galatasaray est venu au renseignement. Et puis voilà, il y a eu d'autres clubs turcs. Bon voilà, il va partir à la fin de la saison, il est en fin de contrat. Je pense qu'il va partir. Ce qu'on nous disait il n'y a pas longtemps, c'est que peut-être il partirait sur un autre projet de vie. Ah oui, carrément de. Je me trompe, je me trompe peut-être. Non, mais nous on a le chic, de récupérer des latéraux qui derrière craquent un peu. Grégory Vanderville qui nous a fait un burn-out footballistique, voilà, et on a pu revu. Pas que footballistique d'ailleurs. Oui, il a fait une vraie dépression pour le coup. Non, mais je m'en. Attends, là c'est même pas pour se moquer, c'est terrible quoi. Parce que là, Kurzawa, ça ressemble un peu quand même aussi. Je pense pas. Quand je dis projet de vie, c'est. Je pense que si on regarde ses réseaux sociaux sur ses premières années parisiennes, il passe ses vacances à peu près toujours au même endroit, quoi. Ouais. Donc je me demande s'il n'y a pas une. Je vais regarder. C'est à Miami. Oui. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet acabit-là. Se trouve, il restera. Le problème, c'est qu'ils ont pris Jordi Alba, donc bon. Oui, mais il y a 2 Miami en MLS. Ah, il y a deux. Eh oui. Mais il y a une vraie question. De toute façon, il y a une question à se poser sur la suite et la fin de la carrière de Kurzawa. C'est que ça fait maintenant 3 ans qu'il n'a pas enchaîné. Je parle à un niveau. Enchaîner 5, 6, 7, 8 matchs de suite comme ça. Donc si tu veux poursuivre ta carrière, même si c'est dans un club moindre que le Paris Saint-Germain, en première division, en Ligue 1, il y a cette exigence-là que le corps n'a plus l'habitude d'avoir. Donc,
Oui, Marc, et on termine sur. Parce que moi, pas Avant faire non qu'il plus se 20 blesse, minutes sur ouais. Kurzawa, je vous le Avant dis. qu'il se blesse à Fulham, après sa blessure à Fulham, on m'avait dit c'est dommage. Oui, il était On pas si m'avait dit mauvais. c'est dommage parce que commencer à avoir une réflexion sur le fait de le garder ou pas. Alors, je vais vous faire raconter un peu ma vie. Je suis allé à Fulham au moment où notre Kurzawa, il jouait, c'était un Fulham Leeds, je suis allé avec mon fiston, un match de FA Cup, et... Il fait une passe D, non Ah non, but, il joue, passe alors D. attends, il joue pas, il se pète le week-end merde. le week-end avant. Et en fait, j'ai le programme, on a acheté le programme, je lui ai dit, Martin, c'est un collector, on a acheté le programme, c'était Layvin Kurzawa, et on a discuté avec des gens là-bas, des supporters, et qui nous font, mais top joueur, on adore, c'est pas mal du tout, on aime bien, et là, t'es là. Alors nous, à Paris, pas tout à fait la même vision du truc. Et donc voilà, mais il commençait à rentrer dans le cœur des fans de Fulham. Non, mais après, à la différence de nous, suiveurs du Paris Saint-Germain, les supporters du Fulham l'ont vu jouer Oui, dernièrement. Ah Voilà. oui, ils l'ont vu jouer. Ouais. Bon, bah, ils ont ça en plus que nous, quoi. C'est-à-dire que nous, C'est on ne le fort. voit pas beaucoup En jouer. quoi. 2022, il a joué quelques matchs avec L'an Fulham. passé, moi j'aurais Ok. préféré le voir à la place de Bernat. C'est pas faux. Oui, en plus. Oui. Clairement. Allez, stop. Maintenant, on a bien On est parlé. parti très Alors, pour loin, une fois, on n'a pas été trop sarcastique avec lui. Voilà, on a parlé de la suite de la carrière pour Layvin Kurzawa, qui est donc joueur du Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin prochain. Ton j'aime pas, Alex, et on fait rapide. Bah oui, de toute façon, Marc a déjà dit Il a défleuré 90% de mon j'aime pas. Non, effectivement, j'aime pas ce sentiment que j'ai dernièrement, enfin depuis quelques jours, semaines devant les matchs du PSG, de revoir du PSG de Pochettino ou de Galtier, où en fait, comme l'a très bien dit Marc, tu mènes au score sans trop non plus briller, et puis même si tu mènes au score, t'es jamais vraiment à l'abri. Voilà, tu te fais remonter contre Brest de 2-0 à 2-2, tu te fais remonter contre Strasbourg de 2-0 à 2-1, et le 2-2 passe pas quand même loin. D'ailleurs, mon autre gemme, c'était Donnarumma, parce qu'il nous a quand même sauvé 2-3 belles. Donc voilà, ce sentiment de fragilité. En fait, j'ai même globalement, je trouve qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait que, au final, l'expérience prouve que, en général, avec le PSG, c'est plutôt le contraire de ce que prétendait Luis Enrique. On est rarement plus fort en février, quoi. C'est-à-dire que on pense que le club, enfin que les joueurs vont monter en puissance et tout. Et en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que justement, et surtout quand il y a un nouveau coach d'ailleurs, il commence très fort. Il y a ce côté, c'est génial, l'énergie, tout le monde est là pour donner sa vie, sa peau sur le terrain, etc. Puis en fait, ça monte, et puis voilà, les effets sonores pour vous, de l'autre côté des écouteurs. C'est voilà. ça, franchement. Donc, J'ai un contre-exemple, moi, quand même. Hein Vas-y. Quand Mauricio Pochettino il arrive, tu vois, en demi-finale de Ligue des Champions, quoi. Ouais, Ouais, mais puis en même il y a ce que- temps, il y a- ouais, c'est- correspond au tu début tords- du et coach. tu quoi. joues, Tu torpilles le Barça à domicile. tu joues Oui, en transition, tu domines rien. Le Barça, Oui, mais franchement, jamais il n'y a aucun moment où tu as été inquiété. Bayern, tu peux mettre sur le Bayern, Bayern, tu peux t'as mettre du- une bougie à Navas, voire 2, voire 3. Enfin, au retour, il fait 9 arrêts. Au retour, on doit les Ah, plier c'est- 3-0 à la c'est- mi-temps. c'est- Enfin, tu vois. Ça va Ouais, pas sauf à qu'il fait l'encontre de 9 ce que je arrêts disais. quand même. Ça va pas à l'encontre de ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, dans les 3 premiers Pochettino, effectivement, tu as cette épopée folle en Ligue des Champions. Mais enfin, en championnat, c'était pas convaincant de fou, mais c'était épopée folle en Ligue des Oui, c'est Champions. Et puis après, en fait, c'est redescendu lentement sur les 12 mois qui ont suivi, quoi. Mm. Mais enfin, bon, voilà, mais je suis pas très fan de cet état d'esprit un peu pantouflard, quoi, qui est en train de revenir au sein de l'effectif. Et j'espère que ça va. Parce que, alors, juste un dernier mot, j'ai pas 1 milliard de doutes, sans paraître prétentieux, que le PSG va passer contre la Real Sociedad. Mais par contre, j'ai un peu peur qu'il se fasse écarter en quart, quoi. Ouais, tu peux te faire écarter violemment en plus. Ouais, T'es pas absolument. non Moi, plus. j'écarterai pas le crash quand même pour le moment. C'est vrai. Ouais. Non, mais Bah, c'est ce que j'ai dit je dans mes l'écarte titres, pas, hein. mais- En face, il y a une équipe. Il y a une équipe qui marque pas beaucoup de buts depuis le début de la saison, mais en vrai, depuis le début de l'année civile, au moins, mais qui en prend pas beaucoup surtout. Ils vont récupérer au coup. Attends, Alors, justement, aussi, Il a l'a fait vu. le buzz, il l'a vu, puis il a fait le buzz sur TikTok. Faut le savoir. Allez sur le compte de Romain Bédoux sur TikTok. Madame l'a filmé en train de regarder un film de Gérone, tout en faisant ça s'appelle quoi Le football bingo. Le football bingo. Donc en fait, elle a coché toutes les cases. C'est très bien fait. C'est J'avais une drôle. réaction, elle mettait un truc où elle cochait. Donc genre... on voit notre Romain en train de faire voilà, en train de crier, etc. Juste avant que Romain parle de la Real Sociedad, je vous invite à lire sur le Parisien la semaine dernière. J'ai fait une interview avec un joueur qui avait affronté la Real Sociedad et qui donne énormément de clés tactiques sur Qui est comment. le joueur? C'est Florian Lejeune, défenseur du Rayo Vallecano, qui a pas mal bourlingué en Espagne. Donc je pense qu'il connaît très très bien, pour le coup,
la Liga. Et voilà, c'est assez long, c'est assez dense et il y a pas mal de clés sur le match, sur la manière dont on déstabilise cette équipe. Voilà, passe Et ils ont fait 0-0. Et à regarder, effectivement, et à lire sur le Parisien, et dans le Parisien, pardon. Rapidement, pour nous parler de la Real Sociedad, qu'est-ce que t'en as pensé face à Gérone? 1-1, Alors, un scandale. Non, la 0-0. Gérone 0-0. Gérone s'est fait voler, Oui, c'est scandaleux. Oui, c'est vrai. L'arbitrage est contre Gérone, Oui, c'est j'ai vrai. compris. Jérôme dérange. Gérone dérange. Oui, voilà. c'est vrai. Vous avez raison. Voilà. Ouais, mais non, c'est fini, c'est Alors, bon. Maintenant, parlons de la Real Sociedad. La première mi-temps était pas très bonne de la part de la Real Sociedad. Gérone était largement supérieur. Il y a eu le but refusé en plus de Gérone. Et la deuxième, c'était bien mieux, notamment avec la rentrée de Mikel Merino, qui est au milieu de terrain un pion essentiel de cette équipe et qui te stabilise, qui arrive à être très bon sous pression et à pouvoir quand même ressortir les ballons. Et ça va être très problématique si le Paris Saint-Germain presse mal. Donc Mikel Merino, il est essentiel et il était blessé dernièrement. Il revient là et donc je pense qu'il sera bien pour Il y a le des PSG. petits problèmes ischio. Ouais, voilà, ça revient à chaque fois, mais il y a eu énormément de casses face à Gérone pour la Real Sociedad. Il y a eu 2 blessés notamment qui sont Odriozola et Oyarzabal qui est sorti aussi un peu blessé et Geraldo Becker. Odriozola, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Si sa blessure a l'air grave au genou, mais c'est pas très grave pour la Real Sociedad parce qu'il y a Amari Traoré du Mali qui va revenir et qui est le titulaire du poste. Geraldo Becker, il vient d'arriver, il venait de l'Union Berlin. Le problème, c'est que celui qui est rentré à sa place, Barrenechea, est normalement titulaire et il revenait de blessure lui aussi. Et lui, c'est un vrai bourbier. Il y a Kubo qui va revenir parce que le Japon s'est fait éliminer de la Coupe d'Asie aussi. Donc avec cette attaque-là, même sans Oyarzabal. Si Oyarzabal qui est un pion essentiel mais qui peut être blessé, même si il n'y a pas Oyarzabal, il y a quand même énormément de solutions potentielles et qui est sorti aussi blessé, mais qui aussi oscille entre le banc et le 11. Donc voilà, c'est une équipe qui est collectivement prête. Parce que, tu le disais très bien Marc, l'entraîneur il est là depuis longtemps, les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent mettre en place. Ils se sont renforcés cet hiver, je pense notamment au poste de latéral gauche, parce qu'ils avaient énormément de blessés. Ils ont pris Ravi Galan qui était avant au Celta Vigo et qui a été à Atlético depuis le début de la saison, ça marchait pas. Donc ils l'ont pris et c'est un bon arrière-gauche de Liga, Ravi Galan. Donc il y a plein de... C'est une équipe cohérente. C'est pas une équipe complètement dingue, mais c'est une équipe cohérente et face aux équipes cohérentes, il faut être bon. Sachez que, outre la lecture du Parisien, je vous invite aussi à voir dans Téléfoot Robin Lenormand, à voir, parce que on en a parlé hier avec Romain. Je trouve que le PSG ne fait plus peur à personne. Et lui, il à dire, très clair, nous on veut les torcher, on veut torpiller le Paris Saint-Germain. En fait, les mecs de la Real Sociedad se voient déjà très forts face au PSG. Ça veut vraiment dire qu'on a quand même baissé de 2-3 classes. Habituellement, il y a un peu d'inquiétude, lui, dans son discours, et le discours est assez intéressant. Très court, Marc. Marc qui voulait réagir. Moi, 2 choses. J'ai peur quand même. Je pense quand même que Paris a un vrai atout, c'est que c'est une équipe qui a pas peur d'aller presser et qui laisse énormément d'espace dans son dos. Il y a quand même, t'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe pour profiter des espaces dans ton dos, ça c'est la première chose. Et ce qui est important quand même aussi de souligner par rapport à ce que disait Romain, c'est que Barrenechea, c'est un des titulaires. Mais tu peux le sortir lui ou Merino, tu as Arsène Zakarian ou Brais Mendez. Ça reste des joueurs très solides. Voilà, ça reste quand même une équipe qui, moi, je trouve, a des joueurs dont on parle peu, mais plutôt très solides et un banc qui est plutôt pas mal. Les garçons, pour respecter le timing, on va juste accélérer sur le j'aime pas de Romain et après le fameux j'aime qu'il a trouvé en last minute. Court et je vais pas parler de PSG Strasbourg. Très bien. Moi j'aime pas, c'est la Hakimi dépendance. J'ai pas envie de. En fait, déjà un peu. Moi j'aime pas le fait qu'on soit dépendant d'un joueur. Voilà, en fait, c'est pas contre Hakimi, j'aime pas qu'on soit dépendant d'un joueur. Et là, ce qu'on a vu sur ce mois de Cannes, qui heureusement pour le Paris Saint-Germain, s'est arrêté plus vite pour le Maroc que prévu. J'avoue, j'étais content. Ouais, moi je le dis pas trop. Mais pourquoi t'avais parié dessus? Non, pas du tout. En plus, je joue plus. Mais j'avais pas. Enfin, j'étais pas content parce que j'ai plein de potes marocains et les pauvres quoi. On a vu pendant le mois où Hakimi n'était pas là que Warren, ça marchait pas parce que c'est pas son poste. Carlos Soler, on l'a vu là vendredi, ça marche pas parce que c'est pas son poste. J'entends l'idée de mettre Nordi Mukiele, mais le problème c'est que comme la moitié du temps, tu es aussi milieu de terrain. Est-ce que j'ai envie de voir Nordi Mukiele milieu de terrain?
je sais pas. J'ai l'impression que Luis Enrique nous a annoncé en conférence de presse jeudi dernier que le profil l'intéressait pas trop, quoi. Parce que en arrière droit milieu de terrain, Mukiele, non, il correspond pas. Voilà, en arrière droit défenseur central, il correspond. En arrière droit milieu de terrain, bof. Donc voilà, et donc on est ultra dépendant d'Hakimi, qui quand il est là est toujours bon, et donc c'est une bonne chose. Mais si un jour, dans les moments importants, il est amené à pas être là, ça va devenir très très compliqué. Et dans quel état on récupère Hakimi, qui a raté ce penalty et qui Minamino, lui, il se fait éliminer avec le Japon, il est de retour le lendemain avec Monaco. Nous pour l'instant, 18 heures d'écart entre les deux matchs. Ouais, mais c'est pas beaucoup plus simple de faire ça que. Non, mais je sais, là, franchement, c'est ça même débile. Dans quel état la Real Sociedad va récupérer Amari Traoré, et Takef Sakouba aussi, non? Donc non, parce que je sais pas si vous avez vu la fin de Mali Côte d'Ivoire, mais bon, il va peut-être se faire suspendre. Il était à deux doigts d'arracher la tête de l'arbitre quand même. C'est vrai, c'est pas faux. Dans quel état on récupère Hakimi? Moi, pour le coup, après la Coupe du Monde, on l'avait récupéré plutôt en bon état, donc alors qu'il venait de perdre en demi-finale. Qu'il était blessé. Voilà, donc. Bon, moi j'ai pas trop d'inquiétude, même sur le mental et tout. Enfin, c'est des gros sportifs de haut niveau, ils savent enchaîner assez vite, même si c'est une déception pour le coup. Le Maroc, en fait, ils sont sortis tellement vite et de manière tellement abrupte qu'en fait, c'est limite le sparadrap que tu décolles très vite, quoi. J'ai l'impression que ça va être évidemment c'est une déception, mais enfin, moi j'ai pas trop de doute sur le fait que c'est des mecs qui enchaînent, quoi. Il y a pas trop le temps pour ça. Moi, juste quand même un petit mot sur Dandy Mukiele quand même, parce que. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il jouait à Leipzig, il jouait quand même vachement haut sur le terrain. Moi, j'ai quand même 2-3 réserves sur le côté. Il a pas le profil pour jouer dans ce rôle-là, à ce poste-là. Enfin, il y a haut et jouer à l'intérieur. Ouais, mais je trouve quand même un peu, je trouve quand même un peu dur. Moi, je serais quand même au moins curieux de le voir dans ce. Enfin, pour le coup, en fait, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que Enrique peut considérer que ça correspond pas, et je peux tout à fait l'entendre, mais c'est vrai que t'as vraiment utilisé tous les mecs qu'il y avait dans l'effectif sauf celui qui est arrière droit de formation, quoi. Donc moi j'aurais quand même été curieux de le voir dans ce registre-là. Est-ce qu'il aurait pu être pire que Carlos Soler contre Strasbourg? Je pense pas, quoi. Et puis en fait, le fait d'avoir un latéral droit plus défensif, ça te permet peut-être de faire monter, de laisser plus de liberté à gauche à Lucas Hernandez, par exemple. Au lieu de faire que ton latéral droit il est milieu ou il monte, c'est ton latéral à gauche. Enfin, c'est des trucs où tu peux t'adapter. Et là, pour le coup, mettre Soler à droite, enfin, moi, je sais pas, je suis pas. Puis en plus, l'entrée de Nordi Mukiele, c'est dans les 10 dernières minutes. Ouais, toujours un peu comme ça. Débrouille-toi. Essaye sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Moi, Mukiele, à chaque fois qu'il joue avec le PSG, je le trouve bon. Donc en fait, je suis peut-être. Après, c'est peut-être moi qui suis naïf, hein, mais je trouve qu'il mérite pas ce dédain-là, quoi. Marc Méchénois, très rapidement, très court. J'aime. On va pas parler de Strasbourg PSG, on va parler de Marseille PSG. Youth League, ça c'est pas bien. La Gambardella. Bah non, mais en fait, j'aime bien la belle histoire. Parce qu'il y a une belle histoire dans cette. On rappelle juste une chose, 1-1 entre Marseille et le Paris Saint-Germain, l'élimination au tir au but pour les Titis du PSG en Coupe Gambardella, ce qui est quand même dommage, mais il y a une belle histoire pour toi. Alors, on va me prendre pour un fou. Vas-y. Me faire insulter. La belle histoire, c'est un Marseillais, en fait. Celle de Aboubakar Dosso, qui est formé au PSG, qui n'a pas été gardé par le Paris Saint-Germain, le gardien. Et qui en fait sort 3 arrêts importants hier, dont il sort le penalty de Sangaré qui élimine. Tu sens qu'il était dans la tête des garçons et qu'il les connaissait. C'est un peu ça le truc. Donc voilà, et j'aime bien ce genre d'histoire en fait, même si c'est dommage pour les jeunes, mais c'est le genre d'histoire que j'aime bien, la revanche, la sublimation contre ton ancien club qui t'as pas gardé. Ces genres de moments que j'aime bien, moi. Alors, en tout cas, on souhaite pas bon vent, bien évidemment, aux Marseillais dans cette compétition. On espère que ça s'arrêtera très rapidement en 8e de finale. Mais c'est une belle histoire. C'est un Titi, on parle d'un Titi. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu la gestion. Dosso, il vient de Saint-Denis. Mais pourquoi il a été sorti? Je sais pas exactement. Balance, il a des dossiers, c'est pas possible. Non, mais voilà, je trouve que sur le papier, c'est une jolie histoire. Voilà. Ça fait pas tâche qu'on n'ait jamais gagné la Gambardella? Je pose la question. On l'a gagné. 2 fois. On l'a gagné chez les jeunes dans les années. Non, je parle depuis l'arrivée du Qatar. Non, jamais. Non, jamais. Par exemple, l'année dernière, tu fais demi-finale. Non, finale. Finale, c'est vrai. Non, c'est Monaco-Clermont la finale. Ah non, pardon. Tu parles du championnat. Ouais, tu parles du championnat. Non, on n'a jamais été en finale depuis l'arrivée de QSI, jamais en finale de la Gambardella. Est-ce que Lyon, dans ses meilleures années de centre de formation, a gagné la Gambarde plusieurs fois d'année?
On va aller regarder ça. T'as 2 minutes pour aller chercher. Est-ce que Rennes qui est un des meilleurs centres de formation de France, Ça, ils l'ont gagné, ça. plusieurs fois d'affilée. C'est toujours compliqué. Non, C'est Saint-Etienne qui a souvent fait qui a fait main mise sur le. Saint-Etienne, Toulouse qui a une super génération. Et si on regarde bien, il y a des clubs qui sortent de très belles générations qui ne la gagnent pas. En tout cas, Toulouse, ils l'ont gagné. Où ils ont fait finale il n'y a pas longtemps, mais ils ont une vraie génération. En tout cas, le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle, tiens, tu parles. J'ai une dernière truc pour répondre à la question de Romain qui est important. C'est qu'en général, les meilleurs de la catégorie U19 désormais, ils peuvent redescendre pour la Gambardella, mais il y en a pas mal qui sont en fait avec les pros. Voilà, là ils étaient avec les. Mais Warren il peut jouer à la gambarde, quoi, tu vois. Oui, mais à part Warren, les autres qui jouent avec les pros, qui côtoient le groupe pro, ils étaient là hier. Et je vous rappelle juste que voilà, on parle. Mais Xavi Simons, Michou, tout ça. On parle de ce garçon qui est parti du côté de Marseille. On rappelle que Mike Maignan n'a jamais joué un match chez les pros au Paris Saint-Germain et que c'est l'un des meilleurs. Et quand tu sais un peu son passif chez les jeunes, tu comprends pourquoi le PSG l'a laissé partir. C'est-à-dire que peut-être que c'était un garçon brut de décoffrage et qui était peut-être un peu trop brut. Ouais, puis il y avait Alphonse Areola. Voilà, qui d'ailleurs fait. J'ai regardé son match contre Bournemouth. Il a fait 2-3 parades exceptionnelles. Ouais, incroyable. Exceptionnelles. Effectivement, il est en train de se retrouver. Notre Titi du Paris Saint-Germain qui joue du côté de West Ham. Les amis, on fait une pause et on se retrouve pour les 3 questions qu'on va devoir faire rentrer en une demi-heure. Je vous l'annonce tout de suite. On s'est un peu lâché, on a un peu dérivé comme ça. C'est ça aussi, 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris. Sur France Bleu Paris, tous les jours dès 11h, on parie que vous allez jouer. Et cette semaine, on fait le plein. Laurent Petit-Guillaume. Mais oui, on a décidé de donner un petit coup de pouce à votre budget déplacement. C'est pas tous les jours qu'on vous propose ça, hein. Pas tous les jours qu'on vous propose de faire des économies. Alors profitez-en, tentez votre chance et venez jouer pour gagner 100 € de carburant. Alors, bonne chance à tous. Paris Express, tous les jours sur France Bleu Paris, dès 11h. 100% PSG, La Tribune. Alexandra Flalot, Marc Méchénois du Parisien sont avec nous, Romain Bédouc pour analyser et revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Les amis, on va parler de la semaine du PSG qui attend le Paris Saint-Germain. Il y a Brest pour la Coupe de France et les 8e de finale. Ce sera à suivre bien évidemment sur l'antenne de France Bleu Paris à 21h10. Merci pour ces horaires toujours aussi sympathiques. N'hésitez pas à mettre ça. Ouais, surtout si tu as une séance de tir au but, t'es mal barré. On rappelle quand même que le Paris Saint-Germain, ces dernières années, se fait sortir en 8e. Il va falloir donc être prudent face à cette équipe de Brest. D'ailleurs, les confrères de France Bleu Brésil m'ont déjà appelé pour savoir est-ce que Kylian Mbappé va jouer le match de Coupe de France. Je lui ai dit écoute, il rate aucun match, comme ça au moins c'est vite fait. S'il n'est pas blessé, il sera sur le terrain, notre Kiki. Et ensuite derrière, ça c'est mercredi, et ensuite derrière il y a un match face au 4e du championnat, c'est Lille. On se rappelle du match aller qui avait été ultra intéressant face aux Lillois, c'était en décembre dernier, un but partout avec l'égalisation dans les derniers instants des Lillois, dans les dernières secondes. Et je vous pose cette question, les copains. Quel match est le meilleur test pour préparer la Real Sociedad? Donc, on se rappelle, la Real Sociedad, c'est le 14 février. C'est mercredi prochain. Est-ce que, en gros, tu mets toutes les billes sur Brest? Est-ce que tu mets toutes les billes sur Lille? Ou est-ce que tu continues à faire du mix comme aime à le faire notre coach Luis Enrique? Je me retourne vers Alex. Alors moi je pense que c'est le match contre Brest, voilà. Ouais, pourquoi? Parce que de 2 choses l'une, de plusieurs choses l'une, voilà. Première chose, match de coupe, donc match à animation directe, tu te mets dans le bain tout de suite, contre une équipe qui est, que tu peux sous-estimer mais qui est quand même très chiante à jouer. Je mettrai 1 € dans le bac à C'est très bien, voilà. Et en fait, vu que c'est à une semaine tout rond du match contre la Sociedad, pour moi c'est un peu le dernier barreau d'honneur, c'est-à-dire que tu mets ton équipe type, tu joues ton match dans les conditions mentales, physiques, contre Lille, de toute façon, t'es tellement loin devant en Ligue 1 que voilà, même si tu fais nul ou que tu perds, tu peux t'en remettre. Tu fais reposer un peu les mecs que t'as besoin de faire reposer à 3 jours du match contre la Real Sociedad. Et voilà, et là c'est la répétition générale pour moi, c'est Brest. C'est une équipe qui est venue te montrer de quel bois elle était faite chez toi il y a 10 jours. T'as un peu d'orgueil à récupérer, une petite revanche à prendre, même si c'est que Brest. C'est une équipe embêtante, casse-pied, très sous-estimable, mais en même temps qui pose des problèmes à beaucoup de monde. Donc pour moi, c'est vraiment eux qui
contre qui il faut mettre le paquet. Je vois Marc qui a dodeliné de la tête avant de se positionner derrière le micro. C'est une technique. Il voulait parler dans mon chez, micro. Marc. Il voulait parler dans mon micro. Il y en a qui lèvent la main. Marc, Marc il fait toute une dodeline, gesture Marc pour qui dire j'ai envie de dodeline, prendre et la tout d'un parole. coup, il se met droit derrière le micro, il est prêt. Marc, t'es pas d'accord? J'entends les arguments j'entends très bien les arguments d'Alexandre. Je les partage, mais je crois qu'il n'y a pas. Enfin, je vais faire une réponse politiquement correcte et Ah non, viens pas me faire le gars. je suis désolé, mais moi, je ferais pas un duel avec moi sur un oui ou non là-dessus. Non. Enfin, ou j'aurais plutôt tendance à dire Lille, parce que si tu perds le match juste avant la Ligue des Champions, bah, psychologiquement, pour préparer une échéance, un huitième de finale dans lequel tu t'es fait sortir les 2 dernières années, c'est pas idéal. C'est pas idéal et je crois que Lille, je dirais pas que Lille a un style de jeu qui se rapproche le plus de la Real Sociedad, mais Plus que Brest. Plus que Brest, c'est sûr. Quand tu as un Zegrova qui est capable de dribbler sur un côté, ça peut te faire penser à Kubo, même si c'est pas du tout les mêmes profils. Je pense qu'il y a un joueur qui est beaucoup plus fin techniquement que l'autre. Un Jonathan David qui sait prendre la profondeur, qui sait jouer en pivot, ça peut être un bon test avant de rencontrer un joueur comme Oumar Sadik s'il y joue. Même Henri Silva. Voilà. Donc par rapport à la défense, je pense que c'est une bonne chose, mais juste Lille, ouais, ça me semble plus logique. Après, faut pas que tu te rates sur les deux, et à mon avis, il va mettre l'équipe type sur les deux. Petit sondage sur Twitter. On a demandé ça aux internautes et 70% de vote pour Lille plutôt que Brest, le match de Lille. Je vais me faire foutre du coup. Voilà. T'es pas forcément dans la majorité. Non, mais c'est pas grave. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'est beau. Romain. Je vais me faire foutre avec Alexandre Affalo. Oui, voilà, super. Brest. Ouais, Brest. Le calendrier en date joue énormément. C'est-à-dire que tu es à une semaine, donc tu prends pas de risque physique avec ce match-là. Je suis aussi d'accord sur... je vais reprendre pas mal des arguments d'Alex, mais je suis aussi d'accord avec l'aspect huitième de finale de Coupe de France, 2 fois de suite qu'on passe pas ce tour-là. Et donc ça a une certaine importance de résultat, là où en Ligue 1, tu peux plus te relâcher parce que même en y allant au ralenti, tu as 9 points d'avance, 8 points d'avance sur le deuxième. Sur Nice. Tu as ce facteur du orgueil du match qui s'est passé il y a 10 jours où tu bicraves une belle avance. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut mettre pour moi, il faut mettre l'équipe type si tout le monde est là, parce que Hakimi, il y a encore un doute. Visiblement, il n'est pas à l'entraînement collectif ce matin. Donc on va voir. Demain. Ouais, il revient demain. Ouais, mais donc demain. Il est revenu aujourd'hui à Paris. C'est peut-être un peu short pour que ce soit titulaire, quoi. Voilà, mais face à Lille, tu as plus de risques à mettre ton équipe type parce que le match il est samedi, ensuite tu as mercredi. C'est mercredi pour la Ligue des Champions, donc tu as plus de risques. Mais voilà, donc si j'avais le choix entre les deux, là encore, c'est vrai que je suis aussi d'accord sur le fait que Lille correspond plus à la Real Sociedad que Brest. Et s'il y avait eu l'inversion des deux rencontres, j'aurais dit Lille. Mais d'un point de vue calendrier, je pense plus que c'est au reste. Mais il y a un truc qui est sympa quand même pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que jouer face au 3e et au 4e du championnat en coupe et en championnat sur 5 jours, c'est quand même une bonne chose pour préparer. On se plaint souvent du calendrier. Moi, je trouve que Lille est une équipe qui regarde souvent droit dans les yeux le Paris Saint-Germain, et Brest est une équipe sans complexe qui a envie de se faire plaisir cette saison. Donc j'ai l'impression que le calendrier est bon finalement pour préparer la Real Sociedad de Alex, et après je viens de voir. Là où d'une certaine manière je rejoins aussi évidemment mon collègue et ami Marc Méchaudoin, c'est qu'en fait dans une logique, si tu suis la logique, tu mets l'équipe type sur les 2 matchs en fait. C'est-à-dire que c'est 2 matchs qui doivent t'aider à préparer cette grosse échéance. Après, la seule question, c'est quelle gestion pour les temps de jeu, quelle gestion pour les physiques, comment tu prends les risques par rapport aux blessures, etc. Je pense que c'est 2 équipes en plus qui vont vouloir mettre beaucoup d'impact physique face au PSG, parce que de toute façon, le PSG, c'est toujours l'équipe à abattre. Et puis c'est 2 équipes qui, en fait, je pense, ont ce côté, on fait des très bonnes saisons, on peut rivaliser avec le PSG, donc on va mettre les bouchées doubles pour avoir cette posture-là de dire on a gagné contre le PSG ou on n'a pas perdu contre le PSG. Donc voilà, c'est 2 matchs. En fait, effectivement, comme tu le dis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un enchaînement de matchs en fait qui est très cohérent pour préparer la Real Sociedad.
Marc. Je vais faire des papouilles à Alex et Allez. Norma. Est-ce que, juste pour savoir, dans l'open space du Parisien, est-ce que vous avez les bureaux côte à côte ou est-ce que vous êtes un peu éloigné? Non, Comment ça se moi, passe? je m'assois sur ses genoux en fait. Ça dépend, le placement est libre. Ah, c'est du flex office. Flex Même office, si moi ça. j'aime bien, Ouais, j'ai mais- ma petite routine. Si le bureau auquel j'ai l'habitude de m'installer Tout le monde est libre, s'installe j'y où vais. il veut, mais il y a le bureau de Marc. J'y vais. C'est ça. Je t'en prie. Non, là où je les rejoins et là où je pense que c'est important, c'est que le calendrier fait que tu joues presque ta saison sur une semaine. Oui. Et donc, si tu perds contre Brest, tu abordes le match de Ligue des Champions en te disant, si on passe pas ce tour-là, La notre est saison, finie. Ça va c'est être long, très quoi. vite. Ça va être très très long. ouais, de fou. Comme l'année dernière. Donc, ça fait 2 saisons que Oui, Paris oui, vit comme les ce 2 ans type même, de t'as saison. raison. T'abordes ce genre de match en te disant, j'ai peut-être pas envie de de revivre ce type de saison. Et surtout quand tu vas jouer la Real Sociedad, je pense qu'il y a les conditions dans lesquelles tu t'es fait éliminer à Madrid. Et je pense que si tu perds contre la Real Sociedad, tout le monde va tirer un peu la gueule quand même. On a souvent critiqué Romain. la préparation potentielle des matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain avec la Ligue 1, c'est pas assez d'un bon niveau, etc. Cette année, on n'a aucune excuse. Mais toutes que- les années, on n'a aucune excuse. en vrai. Oui, Pour moi, c'est un faux débat. Quand tu mais n'écrases pas les locomotives de ton championnat chaque année, c'est un faux débat. je parle vraiment sur le mois précédent Oui, oui. la Ligue des Champions. Mais La mine de rien, en termes de tests, tu as eu donc un trophée potentiel avec le trophée des champions en premier match de 2024. Tu as eu l'autre équipe qui était en Ligue des Champions, déplacement à Lens. Tu as eu Brest, qui est une bonne équipe de Ligue 1 de cette année, que tu joues 2 fois. Et tu as Lille, qui est un potentiel européen et qui est en plus en forme. Franchement, si tu arrives après en 8e de finale de Ligue des Champions et que tu n'es pas en rythme ou que tu n'es pas dedans et que tu vas commencer à dire ouais, parce qu'en fait en Ligue 1, c'est pas le. Non, cette année, t'as c'est mort. T'as Il y a pas de- Monaco juste avant le retour. Ouais. Ouais. Et il y a 2 ans, quand le PSG se fait éliminer à Madrid, j'ai discuté avec certains proches de joueurs et il y a un joueur qui a dit ça vous étonne qu'on se soit fait éliminer? On arrive à peine à battre les meilleures équipes en championnat. Ouais, bah Bon. ouais. Avant de dire que la Ligue 1, ça ne prépare pas la Ligue des Champions, que le PSG écrase les locomotives du championnat, les domine chaque année en leur passant 2-3-0 en maîtrisant tous les matchs, et après on pourra dire que la Ligue 1 n'est pas au niveau. Tout à fait. Voilà, vous l'avez entendu, Marc? Voilà. Et ben c'est comme Moi, ça, on c'est un débat s'arrête là-dessus. Non, parce que c'est un débat qui revient souvent, mais moi c'est un débat qui m'agace. Bah oui, mais c'est un débat. Je trouve agaçant. En fait. C'est vrai qu'on en parle souvent. Ça fait 12 ans qu'on nous dit est-ce que la Ligue 1 est assez forte pour que le Paris Saint-Germain se prépare correctement. Mais on se lance plus. On se lance plus parce qu'on a un petit peu de retard. Donc on rattrape un petit peu notre retard, un petit footing pour la team. Et désormais, on va parler. Alors rappelez-vous, hein, vous êtes en train d'écouter le podcast et donc rappelez-vous du j'aime pas de Marc Méchénois qui n'a pas lu le programme de la tribune et de notre WhatsApp et donc qui n'avait pas vu la question de est-ce que la communication de Luis Enrique peut être un frein pour le projet du Paris Saint-Germain, le nouveau projet du Paris Saint-Germain. Je vous explique pourquoi. C'est que depuis plusieurs semaines, depuis le début même depuis son arrivée, vraiment le rapport avec Luis Enrique et la presse est assez compliqué. Il ne veut pas répondre à nos questions. Il est là, s'il ne pouvait ne pas être là, je pense qu'il le ferait aussi. J'ai encore en tête la semaine dernière quand il enlève son oreillette, qu'il la balance en se tirant en disant voilà, je peux pas. C'est vraiment des attitudes et c'est un peu complexe en ce moment avec lui. Et donc, tout à l'heure, dans ton J'aime pas, et tu as bien fait, tu as amorcé, je t'en remercie Marc, effectivement, la conférence de presse d'après-match face à Strasbourg a été un peu tendue entre le coach Luis Enrique et la presse française, qui quand même pas l'air d'être aussi violente que la presse espagnole, qui s'est quand même acharnée sur ce brave monsieur pendant des années, depuis qu'il est coach. Je vous propose d'écouter très rapidement, sur une question, Luis Enrique. On va écouter Luis Enrique et ensuite, derrière, on va se poser cette question de savoir si cette communication assez agressive, assez tendue, où on ne peut pas parler foot parce qu'il ne veut pas parler foot avec les journalistes parce que pour lui, on n'y connaît strictement rien. Et on ne le dit pas comme ça. On nous le dit aussi en interne, dans les coulisses du Paris Saint-Germain. On nous explique que s'il pouvait s'en passer, la presse, il ne ferait rien. On va être très clair, ce serait son postulat. Je propose d'écouter Luis Enrique. Esto es fútbol, no solo juega un equipo. El objetivo claro es
C'est ça le football, il n'y a pas qu'une équipe qui joue. L'objectif est clair, c'est de dominer le match, mais il n'y a pas que le PSG qui joue. Ce que je veux, c'est gagner, c'est tout. Que la manière me plaise ou pas, peu importe. Mais quoi, Strasbourg n'a pas joué? Il n'y a que le PSG sur le terrain? Ça ne suffit plus de gagner, c'est ça? Je répète, il n'y a pas qu'une équipe qui joue. Vous croyez qu'il faut gagner tous les matchs 4-0 et être extraordinaire? Non, non. Non. Voilà pour... Franchement, c'était dans un préfabriqué à Strasbourg, sortie de match, parce que le stade est en construction là, actuellement, enfin il est reconstruit, du côté de la Méno, effectivement. On rappelle juste que dans le match, on l'a pas dit, on l'a pas glissé depuis tout à l'heure, ça fait 40 minutes qu'on en parle, dans le match face à Strasbourg, 20 tirs pour les Strasbourgeois, 8 cadrés, PSG 9 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà, juste. Et c'est là-dessus où ça a commencé un peu à friter. Oui, Marc. Franchement, dans l'absolu, sorti de son contexte, ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un match référence cette saison. Il n'y a pas un match sur lequel on se dit... même Dortmund, qui pourrait être le contre-exemple, le match aller. Il y a une demi-heure où la dernière demi-heure où tu prends le bouillon, quoi. Et il y a... Donc, si on replace ça dans le contexte, on se dit, cette équipe, elle a aucune marge de domination, de contrôle. Et en fait, je peux pas croire que quand lui réagit comme ça, je pense qu'il a aussi cette rancœur ou cette non-affection pour les journalistes, mais je peux pas croire qu'il soit satisfait, surtout après ce qu'il a dit après Brest. Moi, je vois vraiment une différence. Je veux juste dire à nos amis qui nous écoutent, juste un truc, c'est que c'est pas de vous dire oui, il est méchant avec nous. C'est en fait aussi, nous, on est là aussi pour tendre le micro, pour entendre le coach et qu'il vienne nous raconter des choses. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Je connais par cœur ce PSG, ça fait 15 ans que je le suis. Je l'ai vu, j'ai vu les entraîneurs se crisper, commencer à se tendre. Et lui, il est dans un mauvais mood. Ouais. Moi, je vois une vraie différence sur les 15 derniers jours et notamment sur l'après-Brest, où je le sens beaucoup plus énervé par ce qui s'est passé sur le terrain. Et donc, ça mène à cette agressivité. Alors qu'avant, je trouvais que c'était un jeu qui n'est pas forcément drôle avec les journalistes par rapport aux questions qui étaient posées et qui n'étaient pas posées. Là, j'ai l'impression que c'est plus conditionné par le fait qu'il est énervé déjà par la prestation qui s'est passée sur le terrain. Donc, je mets la diff entre les deux. Maintenant, pour revenir sur ta question et savoir si ça va influer, c'est la question exacte. Communication, est-ce que ça peut être un frein au projet du Paris Saint-Germain? Parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'avoir une interface qui est un peu positive. Ça, et là... je mets beaucoup plus de bémol là-dessus parce que je pense pas que les communications, les différentes communications, et on en a eu des différentes communications sur les dernières saisons avec les différents coachs du PSG, aient eu une influence sur le contenu et sur les résultats. C'était pas forcément ouf parce que Pochettino il se foutait de nous en nous disant rien, Galtier il se foutait de nous en nous mentant, et là maintenant Luis Enrique il se fout de nous ouvertement. Donc il y a pas de voilà, mais j'avais pas vu dans ces différents coachs là, ça peut ressembler un petit peu à la fin de Tuchel, mais j'avais pas vu dans ces coachs là une vraie corrélation entre la communication et ce qui se passait sur le terrain. Alex. Ouais, non, mais je rebondis sur ce que dit Romain. En fait, de toute façon, tout ce qui compte, c'est les résultats. C'est-à-dire que tu peux être le mec le plus sympa du monde en conférence de presse, ton équipe elle est nulle, t'es nul, quoi. Tu peux être le mec le plus détestable au monde et littéralement déféquer sur les journalistes. Si ton équipe elle gagne avec des champions, personne n'en aura rien à foutre. Donc, en fait, on n'a pas l'habitude de ça en France. En fait, c'est juste, je trouve que c'est un peu cette communication, elle agit un peu comme un miroir grossissant de la situation. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, vu que le PSG est un peu moyen en ce moment, bah, ça ajoute à la morosité et ça ajoute à ça. Mais en réalité, moi, je suis pas surpris. On a l'habitude depuis le début de saison. Enfin, quand il s'était pris la tête avec Alexandre Ruiz ou quand il s'était pris la tête avec les journalistes de Prime. Thibaut Leroll. Ouais, enfin franchement, c'est voilà, juste on commence à avoir un tout petit peu l'habitude et voilà, c'est dommage parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une communication apaisée et surtout honnête, parce que je trouve qu'en fait, au-delà de, enfin, pour rejoindre ce que disait Marc, oui, ces arguments sont très corrects, mais juste ils sont fallacieux dans la situation posée, c'est-à-dire que ça répond pas à la question, quoi. Ça répond pas au fait que ton équipe se fait rejoindre 2 fois en 2 matchs contre des adversaires qui devraient donc complètement dominer, et ça répond pas à quel est le problème et comment l'améliorer, quoi. Et je vous ai pas mis la petite phrase que tu as soulignée tout à l'heure sur est-ce que vous êtes prêt pour la Real Sociedad et dans 12 jours on sera peut-être mort.
Bon, Ouais, quand même après, on improbable. sait que par rapport à son histoire personnelle, ça peut se lire aussi différemment, mais bon, voilà, c'est juste, moi je trouve que c'est juste dommage. En fait, ce qui est dommage, c'est surtout que quand il parle foot, excuse-moi Marc, hein, mais quand il parle foot, C'est et hyper ça arrive intéressant. de temps en temps, Oui, c'est hyper intéressant. c'est hyper cool, quoi. Bah oui, C'est vachement bien, quoi. franchement, on demande que ça. Hein. Ouais. Marc. Moi, je voulais rebondir sur les propos des deux. Vendredi soir au match, moi, la tribune presse fait qu'on est plutôt bien placé à Strasbourg pour voir le coach quand il s'agite. Et il s'est beaucoup Il agité. s'est agité. Ça faisait longtemps que s'est j'en avais pas beaucoup vu s'énerver agité, comme il a ça. replacé ses joueurs, Soler sur le côté droit, Warren au début, en lui disant d'aller plus dans l'axe quand le ballon était sur le côté. Voilà, et il a fait beaucoup de fois, et même quand le coup de sifflet final a été donné, une réaction d'agacement total. Le seul à qui il aura un gros câlin, c'est Donnarumma pour pour le remercier, Bah parce oui. que finalement, si tu l'as pas, tu t'en sors pas. Et pour répondre à la question en elle-même, moi je pense qu'il est complètement dans le projet. Faut savoir que le PSG, c'est un club qui souhaite maîtriser plus sa communication, et en fait, qui a compris que pour mieux la maîtriser, moins on en dit, mieux c'est. Et en fait, on dit ce qu'on a envie de dire. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais le PSG aurait pu nous expliquer les nouvelles méthodes innovantes de Luis Enrique, et a gardé ce secret et l'a utilisé pour soi, maîtrisant cette communication. Donc lui, il est parfaitement dans le projet. Je pense qu'il correspond parfaitement à ça. Je crois que l'année dernière, Christophe, il en disait parfois un peu trop, parfois pas toujours vrai, comme a dit Romain. Méthode innovante, on rappelle. Alors, Oui, Son l'écran, estrade, son l'écran voilà, géant, une son estrade ouais. au-dessus du terrain pour regarder. Et, voilà. l'écran, Il y a un écran géant au bord de la pelouse aussi pour faire voir aux joueurs directement ce qui leur va et ce qui lui va et ce qui lui va pas. Mais juste pour faire le lien avec ce que disait Marc et pour faire le pont avec le sujet d'après, moi je comprends pas l'obsession qu'a le PSG avec cette communication où tout le monde dit tout va bien, c'est pas de notre faute, je vois pas de quoi vous parlez, le foot c'est pas que gagner 4-0, je vois pas les problèmes avec l'équipe, etc. Moi, franchement, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup mieux pour le public, pour les gens à qui tu parles, pour tes interlocuteurs qui sont en premier lieu tes fans, mais aussi les journalistes et les suiveurs, d'avoir une communication juste ouverte et honnête. Genre, voilà, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pas aimé. Il y a ça qui m'a pas plu. Il y a ça, même sans en dire mille trucs. C'est ça, parce que c'est le mais- principe même de la communication. Ils Non, n'ont mais- pas confiance. Voilà. Non mais Donc, et donc Ils peuvent se dire qu'ils peuvent dire des dingueries. Il a pas mais voilà. confiance. Qui Ah, mais pour après, le coup, c'est quand même une non, constante au PSG. C'est quand même une constante au oui, PSG. c'est Non, mais pas c'est lui, quand même une constante au PSG. C'est-à-dire que Pochettino, dont tout le monde disait qu'il était hyper affable et hyper drôle en Angleterre quand il était à Tottenham, au PSG, Ah, il faut le savoir, Voilà. en Angleterre, à Chelsea, en ce Southampton, moment, il c'est l'adorait. À mais Tottenham, voilà. c'était le Et grand là, truc. Chelsea, c'est plus côté PSG que côté. Oui, voilà, mais donc Tottenham, ça dépend Southampton. aussi du contexte du club. Et donc, du coup, pour faire le pont avec le sujet d'après, moi, je prends beaucoup en exemple sur beaucoup d'aspects de la vie footballistique le club de Liverpool. Jürgen Klopp qui a fait une vidéo de 15 minutes et qui a fait une interview de 2h30 pour expliquer son départ, les raisons de son départ, avec une ouverture et une honnêteté que honnêtement moi j'ai pas vu depuis très très longtemps dans le foot. Et pour revenir pour revenir au sujet d'après, moi je pense pas que ça va impacter de fou la fin de saison de Liverpool, et en tout cas que ça va impacter ses performances, et peut-être que ça peut te donner des idées à Kylian Mbappé. Bonjour, si tu nous écoutes, peut-être un peu d'honnêteté dans ta vie. Eh ben regarde, tu sais quoi, passe décisive, c'est parti. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Bah non, si votre décision est prise, c'est qu'il n'est pas trop tôt pour faire un choix. Ah bah, alors, ma décision est prise, je D'accord. l'ai même noté sur ce papier, D'accord. mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Voilà, Kylian, on t'attend. Kylian, fais quelque chose. Kylian, dis-le. Quelle À un série moment donné, incroyable. voilà, l'extrait vient bien évidemment du flambeau. La flamme. La flamme, voilà. Mais en tout cas, la flamme, et je veux juste te dire que la flamme, c'est quand même Ah, au-dessus. c'est incroyable. C'est le flambeau, la suite, seconde. c'est Voilà, le la flambeau, suite qui est vraiment Ah, moyenne. Sauf sur le moment où il fabrique la cocaïne. C'est mal. C'est très très drôle. Non, mais avec ce petit côté Top Chef, en fond, ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Moi. Voilà. En tout cas, cet extrait était dans la flamme, et bien évidemment, vous avez reconnu Jonathan Cohen, et bref, franchement, et voilà, franchement, ce moment est exceptionnel, et finalement, ça
ressemble un petit peu à notre Kylian Mbappé. Je vous rappelle ce qui s'est passé ce week-end. Un homme autour de cette table, accompagné de Monsieur Marchetti et de Monsieur Séverac, dans le journal Le Parisien, a signé que Kylian Mbappé avait fait son choix et qu'il allait filer du côté de Madrid. Bonjour, bonjour Marc Méchénois. C'est toi. C'est un peu ta fête aujourd'hui. Ça serait bien que cet extrait ne soit pas publié sur les réseaux sociaux. Pourquoi? De quoi, sur la flamme ou sur la coquette? Sur le flambeau? Sur celui-là, sur quoi tu vas m'envoyer, ouais. Non, en fait, non, mais pour expliquer un petit peu, voilà, ce week-end, le Parisien s'est fait confirmer que pour Kylian Mbappé, la route était désormais tracée dans sa tête et que c'était quasiment fait. Comme ça qu'on peut le dire. Je vais faire une réponse hyper politiquement correcte et je vais expliquer pourquoi je l'ai fait. Un ensemble d'éléments concordants très bien. nous amène à écrire que Kylian Mbappé a fait son choix, que le club, sans être au courant, derrière le club, Nasser Al-Khelaifi en tête de gondole, n'est pas au courant de la décision de Kylian Mbappé, mais que pour l'heure, il a fait son choix. Il a fait son choix de partir. Mais je peux pas le dire pour l'instant. Pour l'heure. Qui est on a écrit dans le papier que dire que c'est fait, ça serait faux. C'est l'attaque du papier. Phrase. C'est l'attaque du papier. Comme ça, même ceux qui sont pas abonnés aux Parisiens et qui ont cliqué sur le lien, et ne pouvant lire l'entièreté de l'intégralité du papier, ont pu lire cette phrase, affirmer que c'est fait, ça serait faux. Voilà. C'est pas signé, quoi. C'est pas signé. Mais il y a un choix, en fait. Il y a un choix, en tout cas dans sa tête. Alors justement, ce papier et ce qui s'est dit autour de tout ça, il y a eu le Parisien, puis derrière, il y a eu ESPN qui a embrayé aussi pour annoncer quasiment la même chose. Ça s'est joué à 2-3 heures de différence. Juste par rapport à cela, ça nous a amené à une question. Question sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il doit annoncer sa décision avant la Real Sociedad ou après? Juste Marc, tu veux rajouter quelque chose avant, c'est ça? J'ai pris des précautions avant d'expliquer parce que en fait, hier, j'ai fait un live sur le Parisien et j'ai vu toutes les questions qu'il y avait dans le back-office. J'ai aussi lu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Et qu'un journaliste se trompe, ça peut arriver. Qu'on remette en question la manière dont il fait son travail, sachant qu'on est quand même 3 à le signer, le papier. C'est plus désagréable. Je peux le comprendre. Qu'on l'insulte, je peux pas intégrer ça. Et j'ai vu beaucoup de choses beaucoup de mots hyper désagréables, hyper insultants hier sur les réseaux sociaux, même dans le back-office du Paris Saint-Germain, où on nous demandait quelles étaient nos sources pour dire des choses pareilles, qu'on était des déstabilisateurs à quelques jours d'un 8e de finale année de Ligue des Champions. Et ça, en fait, c'est pas tolérable, quoi. C'est juste, c'est dégueulasse de dire ça. Et je pense qu'il y a des gens qui suivent ce club, qui ont écrit sur ce club. Je pense pas qui ont écrit ce papier et je pense pas qu'ils aient une tonalité très offensive envers le club. Je pense pas que le Parisien soit un média qui soit contre le club ni pour. Mais voilà, on fait notre travail, en fait. Faites votre travail. Je rappelle juste que les journalistes n'ont pas à être, même si je le dis ici, c'est mon club de cœur, mais ça, je ne suis pas partisan, en fait. Ce qui est sûr, en tout cas, voilà, on voit quand même que, alors oui, certains réagissent encore, mais comme tu l'as dit ce matin dans ton papier et dans ton billet d'humeur, Romain, c'est vrai que ça, peu à peu, l'affect est en train pour certains de se dire qu'il parte, qu'il ait fait son choix, et tant mieux. Et file donc. Je pose la question, donc, est-ce qu'il doit annoncer sa décision avant ou après la Sociedad? Moi, je reviens à l'exemple de Klopp. En fait, dès que tu es sûr de toi, dès que ton choix est fait, si tu veux vraiment être maître de ta communication et éviter que effectivement ta décision sorte par une info dans le Parisien ou dans l'équipe ou autre, même si c'est formidable pour nous d'avoir ce genre d'infos, si tu es vraiment maître de ta communication et que tu veux partir surtout sur une bonne note, en bon terme avec les supporters, en bon terme avec tout le monde, dès que tu sais, tu l'annonces. Dès que tu sais, tu fais un truc, tu fais une vidéo, tu fais des interviews, tu fais une grande opération de communication. Je dis ça parce que, en fait,
beaucoup de gens pourraient penser que ça va perturber la fin de saison d'Mbappé, que ça va perturber la fin de saison du PSG, que ça va perturber ça. Je n'y crois pas une seule seconde. Et il y a même pour moi 2 avantages, c'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir aborder sa fin de saison très apaisé, libre dans sa tête, et en fait, on le connaît suffisamment bien, et on connaît suffisamment bien son éthique sportive et ses performances pour savoir que lui, au contraire, sera galvanisé par le côté c'est les derniers matchs, la dernière ligne droite, on y va, on donne tout, etc. De une. Et de 2, ça va apporter de l'apaisement au PSG, ça va leur permettre de bosser sur les pistes pour le remplacer, et ça va leur permettre de pouvoir préparer de manière très correcte et très apaisée les au revoir, les adieux. C'est hyper important en fait. S'il l'annonce au lendemain du dernier match du championnat, on fait quoi? On peut pas se dire au revoir correctement. Il partira. Plus vite sera le mieux, Romain. Pour ta question, avant ou après la Real Sociedad, pour moi, si c'est avant demain soir. Donc avant Brest. Avant Brest. Comme ça, il y a demain soir pour évacuer. Je parle de l'ambiance en tribune et en perspective de la Real Sociedad. Tu as demain soir pour avoir une réaction épidermique de décision. Tu as Lille pour voir si ça se continue ou pas, donc un deuxième match. Et tu as la Real Sociedad où là, ça sera un peu plus évacué. Tu auras 3 matchs qui se sont passés au Parc des Princes, avec le plus important des 3 qui est en dernier. Maintenant, si c'est après, c'est après. Mais il y a un paramètre qui, pour moi, est essentiel. C'est que dans le cas où Kylian Mbappé parte, ce qui est une tendance forte pour moi. C'est pas une info, c'est la vision que j'ai du dossier. Moi, je pense qu'il va s'en aller. Dans le cas où Kylian Mbappé part, je suis pas sûr que ce soit lui qui soit décideur de la communication. Le Real Madrid n'est pas un club qui se laisse faire en termes de communication. Jude Bellingham, l'année dernière, s'était fait dès mars, avril. L'officialisation, c'est un tweet du Real, communicado officiel le 1er juin. Jude Bellingham est un nouveau joueur du Real. Il n'y a pas eu de Bellingham qui a parlé, qui a dit c'est moins important. Par contre, ça, je vais faire un peu. Moi, je pense que Jude Bellingham, c'est peut-être moins important que Kylian Mbappé dans le football mondial. Mondial. Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Mais par ailleurs, il peut dire là, moi, je suis totalement d'accord. Juste un mot, il peut dire qu'il s'en va sans dire qu'il va au Real, en fait. Il peut dire, je m'en vais du Paris Saint-Germain, mais enfin voilà, ça, après, le Real reste maître à ce niveau-là. Alors, il a raison. Vous avez tous les deux raison. Après, je pense qu'il veut faire le parallèle, et certains des gens avec qui je discute en Espagne me font tout le temps le parallèle. J'aurais dit, n'oubliez pas qu'en fait, vous avez un joueur qui est vice-champion du monde, champion du monde, capitaine de l'équipe de France, qui tient le Paris Saint-Germain à lui tout seul depuis 7 ans. C'est pas Jude Bellingham qui a tenu Dortmund depuis qu'il a 17 ans. Mais voilà, je suis désolé. C'est pas le même. Mais même si c'est pas le même cas. En fait, l'idée n'est pas de comparer les deux joueurs. On parle d'un joueur qui l'idée n'est pas de comparer les deux joueurs. Un joueur qui a un palmarès vide, vierge, quasiment. Peut-être. Je sais même pas s'il a pas une Coupe d'Allemagne. Non, mais je vais prendre d'autres exemples. Je vais prendre d'autres exemples. Les autres exemples, c'est Zidane qui s'en va, communicado officiel. Cristiano Ronaldo qui s'en va. Pas de réseaux sociaux. Non, je parle. Si, quand il s'en va, il y a 2 ans. C'était pas Cristiano Ronaldo qui part à la Juve, communicado officiel. C'est que ça. Donc, je compare pas les joueurs. Je pense que l'institution Real Madrid fait en sorte qu'il y a un process. La communication, ça sera de dire je quitterai le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Mais il faut qu'il la prenne, cette parole. Alors, il y a bien sûr que oui. Je pense que lui, il a envie de la prendre dans un laps de temps. En fait, il n'y a pas de bons moments. Il y en a des moins bons, il y en a des meilleurs que d'autres. Moi, je pense que si Paris gagne ce match de Ligue des Champions à l'aller et le gagne avec une certaine aisance, un score maîtrisé, on va dire, et large. Je pense que dans la foulée de la Real Sociedad, c'est encore une fois mon opinion. C'est un ressenti, il faut pas que ça. Je pense que il y aura une fenêtre de tir pour se dire entre l'aller et le retour. Entre l'aller et le retour, il y a 3 semaines pour digérer la chose. Ça pour le coup, je sais pas. Il y a 3 semaines pour digérer la chose et un bon résultat en cas de bon résultat. Ça peut être en cas de bon résultat. Alex. Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, ça c'est la fin, tu sais, ça veut dire que ça sent la fin. Si, non, ça va, ça y est. Ça y est, je l'ai.
deux choses l'une. La première, c'est en fait Mbappé. Il y a eu une période entre l'année dernière l'année dernière surtout où il n'a pas parlé pendant 6 mois, au moment où il a été lofté, entre son faux départ, etc. Et qu'en fait, quand il s'est remis à parler, d'abord avec l'équipe de France, puis un petit peu avec le PSG, on a senti surtout qu'il esquivait à tout prix ces questions sur son avenir et que, c'est vraiment il parlait de tout sauf de ça. Donc, je pense que c'est bien qu'à un moment dans cette fin de saison, ils prennent la parole de manière étendue et très honnête sur ce point-là, sur le PSG, son départ, comment ça s'est fait, etc., qu'il explique tout, parce que je pense qu'il y a tellement de secrets autour de lui qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi percer cette bulle-là et encore une fois, reprendre les clés de son narratif, en fait. Et la deuxième chose, c'est que pour le coup, pour revenir sur ce que disait Marc, soit c'est avant la Real Sociedad, avant le match aller, soit c'est après le match retour, mais pour le coup, entre les deux, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Toi, Marc, tu sens pas le con. Tu passes la Real Sociedad. Le tirage au sort pour les quarts de finale, c'est quand? C'est dans la foulée, c'est 3 jours après. Ouais. Et tu peux prendre... non, remarque, non, parce que tu peux prendre le Real Madrid. Il doit y avoir 10 jours après. Il doit y avoir 10 jours parce qu'il y a l'autre semaine. Tu prends le Real. Ouais, là, t'es mort. Oh, mais ça, c'est dans tous les cas, en fait. Dans tous les cas, t'es mort, de toute façon. Voilà. Du coup, il faut attendre. Mais non, mais parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que le péché originel, c'est d'être dans cette situation maintenant. Ouais. Mais ça, c'est la faute autant du Paris Saint-Germain que de Kylian Mbappé. Mais dans l'entre-deux tours, moi, je pense dans l'entre-deux tours. Ça peut être une... En fait, on a tellement déjà eu des avantages incroyables qui se sont transformés en des illusions complètement dingues qu'avoir ce péché d'orgueil, je suis pas sûr que ça soit. Vraiment, faudrait vraiment faire une énorme connerie de perdre 5-0, hein, la pizza. Hein, Thomas Meunier, après 4-0 et la remontada. Il y a un truc qui est important, je pense, de souligner, c'est que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, ils sont pas cons. Hein. Ils ont compris. Il y en a certains qui savent, qui se doutent que l'année prochaine il sera pas là. De toute façon, ça se voit quand même dans sa gestuelle et dans son attitude aussi sur le terrain. C'est pas non plus. Et de toute façon, ils le savent et ils en font pas un cas. Enfin, il suffit de voir ce que répond Bradley Barcola à Lens. Il dit c'est pas mon problème en fait. Et quand on en parle avec les entourages des joueurs, ils vous disent il s'en va en fait. C'est comme ça, ça fait partie du foot. C'est le monde du foot. Alex, on termine avec toi. Moi, je répète ce que j'ai dit. Ça apportera beaucoup d'apaisement à tout le monde et ça enlèvera cette espèce de clé de Damoclès, cette espèce de chape de plomb en permanence sur qu'est-ce qu'il va faire Mbappé. Stop, ça y est. Qu'on soit fixé, qu'on soit au courant, qu'il parle et en fait que si effectivement il a pris sa décision, qu'il parle le plus vite possible parce qu'encore une fois, ça apportera que des choses positives. Je n'ose pas croire que ça va plomber la fin de saison du PSG, mais pas une seule seconde en fait. Voilà, on termine sur cette phrase et on espère que ça plombera pas. On termine surtout sur la clé de Damoclès. La clé, il y a l'épée, il y a la clé. Après, juste défendre ma théorie, juste rapidement. En fait. Il y a Marc qui veut y aller. Alors, après le match aller, il veut terminer. Après le match aller, t'as 3 semaines pour digérer le truc. Je pense que si tu l'annonces après le match aller, au match retour, t'en parles même plus. Bon, c'est possible. Et on verra cela bien. Par contre, dans le Pays Basque, on va se retrouver avec tous les journalistes espagnols qui seront en panique buy de nous avoir le Kylian là-bas. Bon, bref, pour l'instant, on verra. Mais Kylian, si tu veux, n'hésite pas, annonce et prends ta décision. Tu sais comment on dit on verra en espagnol? Non, vas-y. Tic tac. Allez, c'est l'heure de se dire au revoir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui.